aussi. Et donc, je parlais de ton engagement qui est de plus en plus important en Afrique. Tu t'es engagé notamment avec la FAV, c'est bien ça? C'est ça, l'ONG FAV, Force à l'Afrique. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement-là, des activités? Qu'est-ce que ça implique? Avec grand plaisir. Alors, FAV, c'est une ONG, donc Force à l'Afrique verte, qui est parrainée par Samuel Eto'o et plusieurs gloires du football africain. Donc en fait, ça, c'est naturel pour moi, en fait, cette réunification et pour moi cet apport que j'ai dans cette ONG, dans le sens où ça relie sport, Afrique, économie. Et moi, c'est vraiment les 3 volets sur lesquels j'aimerais qu'aujourd'hui la diaspora et toute personne qui en a les capacités se penche. Pour moi, aujourd'hui, tu le vois, les stars américaines aujourd'hui vont chercher des passeports en Afrique. Il y a ce mouvement-là, oui, qui est de plus en plus... Voilà, pour revendiquer leur côté africain. Je pense qu'il y a aujourd'hui l'identité, la crise identitaire dont on parlait, où elles te disent oui, je suis américaine, mais je suis à la base africaine, j'aimerais savoir d'où je viens. Et en fait, j'ai vu que dans tout ça, il y avait beaucoup de talent. Il y a beaucoup d'enfants de l'Afrique qui brillent à l'international. Il y a énormément de talent. Mais malheureusement, aujourd'hui, le continent a besoin de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est en capacité de lui apporter. Il faut seulement le faire stratégiquement et il faut qu'on soit unis. C'est ça, il faut qu'on soit unis pour le faire. Du coup, économiquement parlant, les footballeurs, on le sait aujourd'hui, ça représente une économie incroyable. On va pas... aujourd'hui, je pense que c'est l'un des métiers les mieux payés au monde. Exactement. C'est pas des salaires. Moi, je dis c'est des chiffres d'affaires qu'ils voilà, ont. C'est pas, clairement. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'Afrique et qu'on regarde les joueurs africains, de par le corps, parce que moi, je suis dans le sport, je peux en témoigner, le corps africain a vraiment une résistance. Vraiment, alors je ne vais pas dire à la douleur, mais en tout cas, à l'effort physique, à l'endurance. On a ce don, je dirais, de bien vieillir aussi, de par la mélanine, malheureusement, souvent, lorsqu'on voit les JO, les grandes réunions sportives, il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent, ils sont sous-nutris, ils sont en sous-nutrition. Pourtant, ils performent. D'accord ? Donc, on a cette capacité-là. Du coup, ces footballeurs, aujourd'hui, après leur carrière, ils se demandent comment je peux me rendre utile. Comment puis-je me rendre utile ? Comment participer à l'économie ? C'est bien de faire des associations, c'est bien de faire des immeubles, d'avoir... Mais comment ça peut profiter à le plus de personnes possible et surtout, ça peut faire évoluer les choses. D'accord ? Parce que faire un immeuble avec une piscine, ça ne fait pas évoluer la situation d'un pays. Donc du coup, aujourd'hui, on a décidé en fait de générer cette économie-là avec ces footballeurs, ces opérateurs économiques, toutes ces personnes qui peuvent aider l'Afrique pour pouvoir, la base vraiment pour nous, notre vision, c'est l'autosuffisance alimentaire. Il faut que l'Afrique soit autosuffisant. Il faut qu'on arrête d'importer des choses. Moi, quand je vois qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique, le riz est importé de Vietnam, ça me dépasse. Quand je vois que, pareil, les bananes plantains viennent de l'Amérique du Sud, je ne comprends pas. Parce que ça vient de chez nous. C'est juste qu'on n'a pas su trouver les investisseurs et on n'a pas su se concentrer sur ce problème-là. Le continent est en retard de base de par notre histoire. Ce n'est pas une critique lorsqu'on fait ça. C'est vraiment, il faut qu'on le prenne bien. C'est de par notre histoire. L'Afrique a subi beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Les choses sont en train de se faire, seulement on a du retard. Donc, comme par exemple, moi, quand j'entends que les bananes plantains ne sont pas produits directement en Afrique, juste parce qu'on n'a pas de moyens pour les transporter et pour pas qu'elles pourrissent, même les mangues en Guinée, il faut juste qu'on se penche sur le problème, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Et les sportifs, ils en ont pas mal. Exactement. Mais c'est important de faire le pont, encore une fois. Là, ça montre encore cette capacité. Je parlais d'ouverture en introduction, qui montre que tu as vraiment cet aspect-là dans ta personnalité. Les sportifs, ils ont les moyens. Oui. Des fois, il leur manque les idées parce que, je vais le dire, quand on préparait l'épisode, on se disait que les sportifs, tout de suite, ils pensent à l'immobilier, en général. Immobilier. Oui. Et la figure que tu prends de dire un bâtiment avec une piscine, ça ne change pas la situation d'un pays, c'est fort. Oui. C'est fort. C'est vraiment ce que je pense parce que, encore une fois, Rémi, on parle de très, très grosses sommes mensuelles. J'imagine. Et générées à l'année. Donc, pour moi, il faut les sensibiliser et leur donner cette éducation financière en leur expliquant, bah voilà, si tu investis un petit peu dans l'agriculture, toi déjà, au moment de ta retraite,
tu auras des rentrées d'argent, tu vas pouvoir nourrir un village, tu vas pouvoir générer de l'emploi et tu vas pouvoir participer à l'autosuffisance alimentaire de ton pays ou du continent. Donc pour moi, en fait, vraiment, cette ONG, elle est bénéfique pour toute l'Afrique. Et il faut qu'on arrête de se plaindre et, comme tu as dit, d'avoir cette sorte de victimisation. Moi, pour moi, je suis pas du tout dans ça, hein, se plaindre, oui, mais non. Pour moi, il faut qu'on arrête de se plaindre. On a les outils, on a les personnalités, on a l'économie. C'est à nous d'aller chercher, comme au sport, à nous d'aller chercher la médaille. Ben là, c'est pareil, à nous d'aller chercher la puissance de l'Afrique. En tout cas, tu parles de victimisation, c'est pour ça que le podcast, c'est Leadership Excellence. On pense qu'il faut prendre plus le lead, il faut faire preuve d'excellence plutôt que de subir ou de se mettre toujours dans cette posture-là, parce que ça nous dessert en réalité. Ça nous dessert et ça fait que nos voix sont moins entendues parce qu'on a une position où on se lamente, alors qu'en prenant plus d'initiatives de manière active, on garde la narration de notre histoire, le contrôle. Tu parles d'autosuffisance alimentaire. Alors, donc, dans cette ONG, tu parlais de Samuel Eto'o. Quel est son rôle dans cette ONG? Déjà, ça montre que c'est vraiment sérieux. Oui. Et tu parlais des sommes d'argent qui sont astronomiques. On se doute bien, avec les footballeurs, c'est toujours beaucoup d'argent. Oui. Mais une personnalité comme Eto'o, ça vient encore rajouter le côté sérieux. Mais quel est le rôle qu'il joue dans cette ONG? Alors, Samuel Eto'o, pour moi, c'est un exemple. Parce qu'il a développé ce côté très vite solidaire de l'Afrique. Exactement. Il a développé vraiment ce côté où tu sens que vraiment, il a joué dans des clubs vraiment importants. Il a une carrière énorme, mais tu sens que c'est l'Afrique. Voilà, il veut développer les choses. Il n'a pas fait comme la plupart des joueurs qui, peut-être par manque de connaissances, aussi parce qu'il y en a beaucoup aussi qui malheureusement n'ont pas eu la connaissance du continent. Ou voilà, très vite, il est revenu aux sources et il a dirigé la FECA Foot. Hein. Donc il est resté dans son domaine, mais tout en faisant des actions aussi pour la jeunesse. Il est comme moi, il est beaucoup sur la jeunesse. Donc c'est vrai que déjà, le fait que ce soit parrainé par Samuel Eto'o, c'est très important dans le sens où il a la même vision en fait que Fav aujourd'hui et il fait rêver de par sa carrière. Exactement. Et c'est un exemple aussi de l'après-carrière où quand quelqu'un a plus de 1 million de personnes qui te suivent sur les réseaux. Il fait partie d'un des joueurs les plus suivis en Afrique par la jeunesse. Il a un rôle hyper important. Il est écouté, il est suivi. Chaque mot, chaque geste qu'il fait, c'est suivi. Ça ne doit pas être facile pour lui. Hein. Pas du tout. Voilà. En plus, c'est une grande gueule, ça l'aide pas. Donc, ça ne doit pas être facile pour lui. Mais du coup, c'est hyper important pour quand il y a des messages importants à faire passer. Et ben, ce genre de personnalité, elle est indispensable au schéma. Indispensable. Mais tu fais bien de le dire, je pense que tout le monde le sait, Samuel Eto'o, c'est vraiment un exemple. Et tu parlais de footballeurs peut-être qui ne reviennent pas par manque de connaissances, mais il y a aussi des modèles, je pense à Emmanuel Eboué par exemple. Oui. Il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire, on a tous vu l'histoire, ce qui lui est arrivé. Et Samuel Eto'o, c'est vraiment à l'opposé de ces différents parcours. Après, il y en a de plus en plus. La dernière fois, on parlait de Seydou Keita, notamment, qui a fait une usine au Mali. Oui. Donc, et toi, tu accompagnes sous le parrainage de Samuel Eto'o au sein de cette ONG-là. Exactement. Les footballeurs. Exactement. Il y a plusieurs personnalités dans cette ONG. Et il y a aussi une équipe incroyable avec laquelle on travaille. Donc des personnes dans l'ombre qui sont des amoureux de l'Afrique. Il y a des avocats. Il y a vraiment une synergie vraiment d'excellence, de puissance, vraiment de différents pays d'Afrique, hein, parce que c'est pas qu'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment différents pays d'Afrique. On a fait plusieurs événements. Là, au mois d'août, on a un événement très important, donc le forum sur l'autosuffisance alimentaire. Donc on va le faire en Côte d'Ivoire, qui pour nous aujourd'hui est un exemple en tant que pays d'Afrique au niveau de son développement. Et aussi un match de gala avec des gloires du football pour montrer, donc encore une fois, la liaison entre le sport, l'économie. Voilà, pour faire la liaison des deux. Donc, on est très contents. Vraiment, on est très contents et on espère que vraiment beaucoup plus de footballeurs prendront part à cette ONG-là. Et surtout, il faut savoir que ce n'est pas que pour les Africains. Voilà, c'est pas que pour les Africains. Aujourd'hui, on a des joueurs et même des opérateurs économiques ou des personnes qui se demandent comment aider. On en a qui ont rejoint l'ONG FAV.
Voilà, moi j'ai telle connaissance, je fais telle chose, comment puis-je aider le continent? Et donc du coup, c'est ça. Mais c'est vraiment important la manière dont tu l'expliques parce que tu parlais de travailler de manière stratégique quand on parlait des Africains qui retournent de plus en plus. Et là, tu parles de synergie. Pour toi, ça passe par ce type d'initiative-là, Oui, d'unir ses forces, les connaissances. Tu parles des personnes qui travaillent dans l'AMP, des avocats. Parce que je me doute, oui, une telle ONG, il faut travailler avec les autorités oui, publiques, il oui, faut verrouiller juridiquement certaines actions que vous menez. oui. Donc, ça implique effectivement qu'il y a Ça d'autres implique, profils oui. que des sportifs. Et donc, pour toi, la synergie, c'est quand tu parles de travailler stratégiquement, tu penses aussi à ça, Bien unir les sûr, forces. bien sûr. Pour moi, c'est hyper important d'avoir cette synergie entre ces forces, et comme je l'ai dit, pas que africaines, qui aiment l'Afrique, les amoureux de l'Afrique. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont partis s'installer en Afrique et pourtant ne sont pas d'origine africaine. Ouais, Donc c'est pas l'Afrique est ouverte à tout le monde. bien sûr. L'Afrique est ouverte à tout le monde. C'est une terre d'accueil. Et c'est vraiment c'est vraiment le mot accueil. Et ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai appris. Vraiment, le fait d'être généreux. L'hospitalité africaine. L'hospitalité comme on dit, africaine. ouais. Quand tu te sens chez toi. Moi, je veux dire, j'étais au Cameroun. Je ne suis pas d'origine camerounaise. Je me suis sentie chez moi. Pour moi, et c'est en Afrique, partout. En Afrique, en fait, je me sens chez moi. Ouais. Et c'est vraiment aujourd'hui cette barrière qui a été créée de par les fausses idées, les fausses rumeurs sur l'Afrique, le fait qu'on soit encore archaïque, que tu vois, qui ont été développées. Et aujourd'hui, on l'a vu comme par exemple avec la CAN. Je veux dire, moi, Oui, la CAN en Côte d'Ivoire, CAN, ouais. excusez-moi, ça a été, je veux dire, la Côte d'Ivoire a mis le niveau là. Je vais parler aussi de mon pays, la Guinée, qui aujourd'hui, pour moi, avec le projet Simandou, pour moi, aujourd'hui, ce qui est en train d'être bâti en Guinée, c'est juste incroyable, c'est juste énorme. Je veux dire, les choses sont en train de bouger, la tendance est en train de se renverser. Je veux dire, quand on a 2/3 du bauxite mondial dans un pays, vraiment, la Guinée, ça ne peut être qu'une puissance. Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas dans les chiffres, ça l'est. Parce que la terre, ça ne se perd jamais. Exactement. Aujourd'hui, quand on veut investir quelque chose et on dit vraiment c'est une valeur sûre pour mes ancêtres, c'est quoi? C'est dans la pierre ou dans la terre. Donc une fois qu'on a la pierre ou la terre, pour moi, on est bon pour un long moment. C'est pour ça qu'on sensibilise les gens, les joueurs, je ne vais pas dire les gens parce que les opérateurs économiques à investir dans l'agriculture. Il ne faut pas qu'on néglige l'agriculture. C'est hyper important. Aujourd'hui, pour que même dans le sport, on soit performant, il faut être nourri correctement. Exactement. C'est la base de toute chose. Aujourd'hui, il y a trop encore de malnutrition en Afrique. Il y a encore trop de problèmes de nutrition. Et il faut qu'on combatte ça et qu'on explique que le sport aussi doit être pratiqué, non pas pour un chemin vers la richesse, parce que malheureusement en Afrique, c'est souvent l'image qu'on a. Il faut qu'il soit footballeur professionnel, il faut que non. Mais aussi, si jamais la personne ne devient pas professionnelle, elle aura appris la discipline, à gérer les frustrations. Aujourd'hui, on a beaucoup de divorces. Alors pourquoi je vais faire le lien? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui ont des blessures émotionnels qui souvent malheureusement terminent par devenir des pervers narcissiques ou devenir des sociopathes. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de blessures qui ne sont pas reconnues parce que c'est des gens qui n'ont pas réussi à gérer leur frustration. Donc, ils veulent contrôler tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler et même la personne qu'ils aiment. Parce que pour eux, aimer, c'est contrôler. Exactement. Du coup, le sport t'apprend à gérer tes émotions. T'apprends à canaliser tes émotions. Je veux dire, même une personne violente, lorsqu'elle fait du sport, elle apprend à gérer ses émotions et à canaliser ses émotions. À pas se défouler sur un être humain, à se défouler sur un terrain, avec des règles et avec le respect de l'autre. Tu vois, le sport aussi, ça prévient les maladies. Aujourd'hui, on est quand même le premier continent avec des maladies telles que l'arthrose, le diabète et l'hypertension. Ça, c'est parce que c'est un manque de pratique sportive. Moi, quand je vois aujourd'hui les personnes de 50 ans, 60 ans qui n'ont jamais marché. Quand je dis marcher, alors c'est pas marcher pour aller au bout de la rue, mais faire de la vraie marche. De la vraie marche, oui. De la vraie marche. Il faut qu'on sensibilise aujourd'hui les femmes africaines et les hommes africains et les mamans qui sont chefs à la maison de l'éducation des enfants. Au lieu de leur dire apprends à faire à manger, oui, elle peut apprendre à faire à manger, mais il faut qu'elle fasse du sport. Parce qu'à 40 ans, avoir un diabète, avoir de l'hypertension et avoir une scoliose qui aurait pu être détectée avant, par le manque de pratique sportive, ça m'embête. C'est pour ça que je pense que vraiment le sport, c'est pas juste
un loisir. Il y a tellement de choses autour. C'est vecteur d'éducation aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de chômage en Afrique. Le sport, ça crée des emplois. Il y a énormément d'emplois. Moi, aujourd'hui, je vois très bien tout ce que ça crée comme emploi. De la personne qui fabrique le t-shirt, de la personne qui va coller les diamants sur les tenues des filles, de la personne qui va conduire le bus pour aller au championnat de France. On fait vivre les hôtels, on fait vivre plein de choses. Donc, je pense qu'il faut vraiment que l'Afrique se concentre sur le sport et son importance. Pas que footballeur, il y a autre chose que le football. Voilà. Et je veux vraiment que les petites filles africaines aient des exemples de réussite. On manque énormément d'exemples. Voilà, les petites filles manquent d'exemples. Moi, aujourd'hui, j'ai reçu le trophée, je suis hyper contente. Mais lorsqu'on me dit vous êtes un exemple pour les jeunes filles, ça me fait plaisir parce que je me dis, moi, à mon âge, j'avais pas d'exemple. Je suis incapable de te citer un exemple de femme de la diaspora qui aujourd'hui a pousser les choses en Afrique parce que toujours, on les a malheureusement mis dans des cases. Exactement. Tout de suite, on les a cataloguées et elles ont tout de suite eu des soucis soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. Donc moi, je veux vraiment qu'aujourd'hui, on forme vraiment une force commune pour nos petites sœurs. Pour nos sœurs qui sont de l'autre côté. Et moi, je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux de jeunes filles qui me disent merci, on voit que tu veux nous aider, que tu veux... C'est pas aider financièrement. Oui, nous, on sûr. veut vous donner les clés pour pouvoir réussir. Voilà. Après, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc oui, on va chercher les finances. Oui, on va se battre. Oui, on va expliquer aux hommes d'État que nous aussi, des gens de la diaspora, nous sommes là et que nous avons notre place aussi auprès d'eux pour faire bouger les choses. Mais il faut aussi que les Africains et les Africaines changent leur mentalité à ce niveau-là et qu'ils puissent vraiment voir l'argent comme un outil et pas comme une réussite. On est d'accord. En tout cas, tu es une vraie ambassadrice du sport. Ça, on peut pas te l'enlever. Et tu fais bien de faire le pont entre le sport, le développement économique, en parlant de l'agriculture. Parce qu'on est un continent dans lequel, je ne sais plus l'âge de l'espérance de vie, mais il y a quelques années, c'était 50-50. Tu te rends compte ? Oui. 55 ans. En France, on parle de l'âge de la retraite à 65 oui. ans. C'est-à-dire que tous les retraités, ou presque de France, ils vont mourir avant d'être... Oui. Et donc, c'est dû à quoi ? Au manque de la pratique du sport, à la malnutrition, et ce qui est encore plus frustrant et paradoxal, parce qu'on a les terres qu'il faut, on a le climat qu'il faut, on a l'hydrographie qu'il faut, il y a des fleuves partout, et malheureusement, on est toujours en train de vivre. Je pense à une image que j'avais lue, c'est que l'Afrique, c'est comme un chameau qui meurt de soif à côté d'un ruisseau. Ça m'avait... Et l'image, c'était vraiment le chameau en train d'agoniser juste à côté d'un ruisseau parce qu'il est pas capable, il n'a pas les moyens d'aller boire. Et c'est d'autant plus frustrant que le sport... Alors, à l'époque où nous, on grandissait, c'était pas bien vu de faire du sport. Tes parents ne te poussaient pas parce que sport rimait avec échec, voilà, tu vas pas faire d'études. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est tout l'opposé, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Parce qu'aujourd'hui, on parle du projet Mbappé. Tout de suite, tu as un garçon, projet Mbappé. Même si l'intéressé, il dit, moi, ce n'était pas un projet. Mes parents m'accompagnaient au sport parce que j'étais épanoui en faisant du sport. Et nous, aujourd'hui, on voit le sport que comme moyen, comme ascenseur social. Exactement. Et donc, tu fais bien de préciser qu'une carrière, si ça n'aboutit pas, tu auras été formé en tant que personne, ton mindset, tu vas te retrouver dans un contexte professionnel. Grâce à ton parcours sportif, tu vas pouvoir exceller et tu en es un exemple vivant. Exact. En tout cas, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé justement à t'engager dans cette association, dans cette ONG-là ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Est-ce que c'est tout ce que tu viens de décrire ou il y a d'autres raisons ? J'avais déjà ces idées-là et je me suis toujours dit que j'allais le faire lorsque j'en aurais les capacités. Seulement, l'union fait la force. Donc en fait, quand on a commencé à m'approcher pour m'en parler en disant voilà, on aimerait bien que tu sois la porte-parole, la coordinatrice, et qu'on m'a expliqué le projet, je me suis tout de suite sentie concernée. Parce que comme je t'ai dit, moi je fais partie des personnes qui pensent que ça suffit de se plaindre en fait. Et il faut bouger. C'est facile en fait d'aller dire ouais mais il y a toujours des coupures d'électricité. D'accord, mais toi qu'est-ce que tu fais ? Exactement. Qu'est-ce que tu as comme solution pour apporter pour pas qu'il y ait de coupure d'électricité en fait ? Parce que pour moi, on s'est beaucoup plaint et je pense qu'il est temps qu'on passe à l'action. Il est temps qu'on arrête de se plaindre. Donc dès qu'on m'a dit ça, je me suis dit enfin de l'action. Voilà, il y aura de l'action. En plus, ça rejoint tout à fait mon projet, parce que moi, du coup, j'ai pour ambition de développer aussi la gymnastique en Afrique. J'ai vraiment cette ambition-là.
Donc, je me suis dit, écoute, allons-y pour faire entendre les choses. Et je pense que les femmes, nous, en tant que femmes, nous sommes très importantes dans toute formation, dans toute entreprise, dans toute société, dans toute association. La présence de femmes est très importante. Parce que nous sommes vraiment guidés par nos émotions. Donc on a besoin de cette force des hommes, mais on a besoin aussi, je pense, des femmes. Moi, souvent dans l'ONG, ils ont des accords et ils me font appel en disant voilà, qu'est-ce que tu en penses? Toi, on sait que tu... parce que je pense que la femme... De toute façon, l'Afrique, pour moi, c'est la femme et l'enfant. Moi, quand je vois l'Afrique, j'ai l'image de femme et d'enfant. Voilà. On a un continent jeune, on a un continent dynamique. Je veux dire, là, quand par exemple en France, on a vu, le président a dit qu'il fallait que les Français fassent des enfants. Parce que là, il y a un gros problème qui est en train d'arriver. Nous, en Afrique, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème-là. En plus, on a vraiment de base la santé. C'est après que les problèmes de santé arrivent. Mais de base, on n'a pas de gros problèmes de santé. Parce que, je veux dire, ce retard, nous a porté chance. Dans le sens où pas trop de radioactivité. Les micro-ondes ne sont pas présents dans toutes les familles. Ménages, Quand tu vois qu'aujourd'hui, le micro-ondes, ça peut créer des cancers à la longue, tu dis, ah oui, ils mangent, voilà. Le fait que ce soit bio, ici, aujourd'hui, on a des familles qui mangent bio, il faut avoir les moyens de manger bio. En Afrique, c'est logique. Il y a quasiment que ça. Il y a quasiment que ça. Voilà, les boîtes de conserve, franchement, c'est hyper rare. C'est hyper rare. Donc, je me suis dit, avec tous ces éléments-là, la seule personne qui puisse faire que ça ne marche pas, c'est nous-mêmes. Parce qu'honnêtement, on a juste à aller chercher les esprits, les forts esprits, pour s'unir et aller décrocher cette puissance que va être notre continent. J'en suis persuadée. D'ici quelques années, qui commence déjà à l'être. Il l'est déjà. Mais oui. Il est de toutes les lèvres, sauf celle des Africains, parce que tout le monde dit que l'Afrique, c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que ça se passe. Et on a l'impression que c'est nous, les premiers concernés, qui sommes en marge de ce constat que le monde entier est en train de poser. Oui. Alors, donc, ton engagement dans cette association-là part de ta volonté de passer à l'action, comme tu dis, plutôt que de se plaindre, plutôt que de poser des constats. L'occasion s'est présentée et tu l'as saisie. Maintenant, tu es actrice de changement. Oui. Tu contribues avec ton parcours. Tu apprends aussi, j'imagine que tu apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses. Parce que les politiques en Afrique, ce n'est pas comme en Europe. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Ouais. Alors, en quoi cet engagement-là est différent de ton engagement en France? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Je me suis tout de suite sentie chez moi. Oui. Et tout de suite écoutée. Je veux dire, aujourd'hui, un citoyen lambda ne peut pas avoir accès à un ministre non, ici. Pas du tout. Pour lui expliquer ce qu'il ressent ou autre. Sous le quinquennat, on va dire, d'Emmanuel Macron, on a senti un petit peu cette barrière qui a été brisée, où il va souvent à la rencontre du peuple. On le voit dans des postures un peu plus, on va dire, naturelles et à l'aise. Mais sinon, ici, je veux dire, l'État, c'est vraiment... Et en Afrique, non. En Afrique, ils sont à l'écoute. Tu te déplaces, j'aimerais voir le ministre pour lui parler. Il n'y a pas de souci, asseyez-vous. Il a des rendez-vous, mais il va essayer de vous recevoir. Sinon, revenez demain. Tout de suite, tu sens qu'on t'écoute, qu'on veut t'entendre. Alors après, est-ce que ça aboutit ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai senti que tout le monde avait la chance de réussir. Un peu comme aux États-Unis. Et j'ai aussi tout de suite senti que l'argent, en fait, n'était pas un problème là-bas. Ici, c'est tabou. On a grandi avec cette éducation-là. En France, l'argent, c'est tabou. Et en fait, aux États-Unis et en Afrique, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ces deux continents-là, c'est qu'en fait, c'est pas tabou. En fait, plus tu travailles, plus tu as d'argent. C'est pas un problème, en fait. Et ici, c'est un problème. J'ai l'impression que c'est un petit peu tabou. Ah bah oui, mais non, mais combien tu gagnes? On veut pas le dire. Enfin, tu sais, or qu'en Afrique, pas du tout. Même celui qui n'a pas fait d'études peut réussir. Ouais. Même celui qui... moi, je connais beaucoup de personnes autodidactes qui ne savent ni lire, ni écrire, Rémi, qui sont millionnaires. Pas en franc CFA. Ah, ça change tout. Et pas en franc guinéen. Je me suis dit millionnaire en franc CFA, bon, c'est vite fait. Non. Je connais beaucoup d'autodidactes vraiment qui me demandent pour des contrats, mais c'est des millions d'euros. Et qui ne sont pas sportifs. Non, qui ne sont pas sportifs. Bon, donc c'est des vrais millionnaires.
il y a une nouvelle ère aussi qui est en train d'arriver, Rémi. C'est que maintenant, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, ont aussi comme activité, après leur métier, d'avoir un club sportif. On l'a vu. Là, on a vu le Paris ici, FC a été Paris racheté FC, par les Arnaud. ouais. On a aussi le club de Créteil qui a été racheté par le directeur de Free, celui-là qui a créé Free. Là, les grands chefs d'entreprise commencent à investir dans le sport. Ça, je l'ai toujours dit. Pour moi, en fait, c'est la jeunesse, c'est plein de choses. Et ils commencent à comprendre qu'économiquement parlant, on a beaucoup sous-estimé le J'ai sport. l'impression que c'est surtout cette motivation. Voilà. Et j'aimerais que ce soit pareil en Afrique. Ouais. Voilà, moi je sais qu'en Guinée, il y a un opérateur économique qui s'appelle KPC qui aujourd'hui a investi dans le sport. Alors moi je suis juste émerveillée par ce qu'il a fait, parce qu'il permet à des jeunes Guinéens de pratiquer le sport. Alors c'est pas mon sport, mais en tout cas c'est le sport. Il a créé un centre qui est magnifique. Bah pour moi, je dis bravo. Parce qu'en tant qu'homme d'affaires, investir dans le sport, alors comme tu as dit, certes, un investissement, on s'attend à un retour. Exactement, c'est normal. Mais en tout cas, au moins, il s'est dit, le sport, c'est pas, voilà, tu sais, comme tout le monde dit, bon, c'est pas très intéressant, c'est pas, non. Il s'est dit, c'est une éducation. Les enfants sont encadrés, ils peuvent avoir une chance. Il faut qu'on puisse leur donner la chance. Il y a beaucoup de talents, mais s'ils n'ont pas les encadrements qu'il faut, comment ils vont faire? Voilà. Donc, Mais tu parlais d'autosuffisance alimentaire oui. en lien avec le sport. Oui. Comment tu penses que le sport peut emmener à l'autosuffisance alimentaire? Tu parlais notamment des investissements de sportifs qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Comment ça peut se concrétiser? Aujourd'hui, dans la plupart des écoles africaines d'agronomie, lorsqu'ils sortent diplômés des écoles, ils vont malheureusement travailler à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et donc pour moi aujourd'hui, si un sportif ou un opérateur économique dédie 0,05% de son salaire pour pouvoir subventionner une ville ou un village pour pouvoir investir dans l'agriculture, il crée de l'emploi et il crée de l'autosuffisance alimentaire. Voilà, au lieu d'importer les bananes plantains, qu'elles soient créées dans le village. Mais pour ça, il faut de l'investissement. Comme je te disais, vraiment, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a les cerveaux pour les idées, parce qu'aujourd'hui on travaille avec des agriculteurs, hein. Oui. Donc on voit la réalité du terrain, hein. Tu sais, c'est voilà, il manque toujours l'investissement. Voilà, il manque toujours l'investissement et les ministères de l'agriculture sont débordés et il y a besoin d'un coup de pouce d'investisseurs personnels. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui ceux qui sont en capacité de le faire, c'est plutôt les sportifs. C'est les sportifs. Oui. Voilà, aujourd'hui pour moi ils ont des salaires énormes. Et ils ont cette conscience, ils portent le maillot, c'est des patriotes. Ils jouent pour le pays. C'est-à-dire qu'ils aiment leur pays, ils jouent pour le pays, ou ils jouent pour un club, ou ils jouent pour une ville. Donc pour moi, participer à l'économie du pays ou de la ville, c'est la suite logique en fait, de cette carrière-là. Mais ils ont tout à gagner en plus parce que, comme tu dis, il y a beaucoup d'argent qui va être investi, mais normalement, il y a énormément d'argent qui va être récolté aussi en aval. Énormément. Et au passage, il y a l'industrialisation. Tu prenais l'exemple ici... la personne qui va confectionner les tenues des gymnases, le chauffeur qui va... Qui va floquer. Ça crée vraiment toute une chaîne économique. Donc lui, il va gagner de l'argent et parallèlement, il va voir sa communauté, son village, son pays en train de se développer. Donc c'est plutôt un bon business. Si on reste que dans le mindset business, c'est un investissement qui est plutôt intéressant. Donc le plus gros travail, je pense, c'est de faire le pont entre l'argent de l'autre côté, d'un côté et de l'autre côté, les idées. Oui, il a fallu changer les mœurs lorsqu'on a commencé en Afrique. Moi, j'ai été, clairement, je le dis, hein, moi, quand j'ai expliqué que j'allais arrêter mon poste, un très bon poste que j'avais dans une grande boîte française, ma famille m'a dit, mais attends, t'es diplômé de sciences politiques et là, tu nous parles de sport, tu rigoles, j'espère. Tu vois, c'est tout de suite l'a priori qu'on a. Et c'est normal, parce que les mœurs n'étaient pas encore développées. On ne prenait pas encore conscience. Mais aujourd'hui, ma famille, ils sont fiers. Ils sont tellement fiers. Ils nous disent, on ne comprenait pas. Tu vois? Mais il faut sauter le pas et arrêter de penser que le sport, c'est kitsch. Non, pas du tout. C'est génial. C'est vraiment formateur. C'est l'éducation, c'est l'avenir et c'est la santé. C'est la santé. Il faut que l'Afrique soit plus en forme. Il faut qu'on soit plus en bonne santé. C'est vrai que nous sommes jeunes, c'est vrai que nous sommes dynamiques, c'est vrai que vraiment au niveau fertilité, nous sommes très fertiles, mais le taux d'espérance de vie n'est pas bon. Non, il n'est pas bon. N'est pas bon. Et quand tu vas dans les villes et que tu demandes le motif, ils te disent on ne sait pas, il est décédé comme ça.
Ils te le disent tout le temps. On ne sait pas, il est décédé comme ça. Eh ben oui, parce qu'en fait, on ne prépare pas notre corps. Voilà, quand le corps ne fait pas d'efforts, quand on n'a jamais fait de cardio dans sa vie, eh ben à un moment donné, ça nous rattrape. Et quand ça nous rattrape, ça fait mal. Donc c'est vrai qu'au niveau de la santé, je ne les blâme pas parce qu'au niveau de la santé aussi, il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a vraiment un long chemin à faire. Et j'espère vraiment que des médecins nous rejoindront dans l'ONG FAV et pourront développer ce volet-là. C'est vrai, moi, je suis spécialisée dans le sport, donc voilà. Donc, mais il y a aussi l'activité sportive. Il y a un gros manque d'activité sportive. En tout cas, l'ONG FAV, c'est comme tu dis, c'est vraiment une synergie entre... de plusieurs profils. Là, tu parles de médecins, des avocats. En tout cas, tout le monde a ça. Oui. Et c'est quoi les critères pour, si quelqu'un s'intéresse, comment il fait pour s'approcher de l'ONG FAV, justement? Alors, comment il fait pour s'approcher de l'ONG? Il peut me contacter. Ouais. Voilà, on a un site internet aussi. Voilà, ONG FAV. Et puis, il peut nous envoyer un mail. La boîte mail figure là-dessus en expliquant qu'il est intéressé. On a été contacté par plusieurs, même des Américains. Même des Américains. Et pas des Afro-Américains, des Américains. Qui sont spécialisés dans l'agriculture, sont intéressés. Donc, on est ouvert vraiment à toute personne qui veut bouger les choses de toute manière, de par les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde. On ne va pas avoir autre choix que développer l'Afrique. On n'a pas le choix. En fait, là, voilà. Ça s'impose à nous. Exactement. Là, je le dis honnêtement, je suis très positif, je suis toujours très positif, mais il faut être aussi réaliste. Aujourd'hui, on est dans un monde où les choses évoluent très vite. Il y a beaucoup de conflits mondiaux. Il y a le changement climatique qui provoque beaucoup de changements. Il va falloir, on doit bouger les choses. On n'aura pas le choix. De toute façon, on ne peut pas rester en marge parce qu'on fait partie d'un écosystème. L'Afrique n'est pas un continent en dehors de la galaxie. Donc, forcément, tout ce qui se passe sur les autres continents finira ou est déjà une actualité chez nous. Et on ne peut pas rester dans notre déni ou dans notre inaction, encore une fois. Et à t'entendre parler, on a l'impression que le sport devait être géré, parce qu'on sait que dans nos pays, ou peut-être pas que dans nos pays, même en France, tous les ministères n'ont pas forcément la même attention, on ne met pas forcément les mêmes moyens dans la défense, par exemple. Pour toi, est-ce que les gouvernements africains devraient mettre plus de moyens justement dans le sport? Oui. Pour moi, comme je te l'ai souligné avant, ça devient urgent, d'ailleurs. Et pour moi, ils devraient se rendre compte de l'importance aujourd'hui du sport. Le ministère des Sports, malheureusement, dans plusieurs pays, c'est un peu considéré comme pas important. Ce n'est pas une urgence absolue. Sauf que si, pour moi, c'est une urgence absolue, surtout lorsqu'on voit tous les emplois en fait, que ça génère. Quand ça rejoint le ministère des Sports, il rejoint tous les ministères. Il y a des branches pour le ministère de la Santé, tu as une branche pour le ministère de l'Éducation, tu as une branche pour le ministère de l'Emploi, tu as une branche pour le ministère de la Femme et des personnes vulnérables, parce qu'il y a aussi des personnes handicapées qui pratiquent du sport et qui peuvent développer des belles capacités. Dans les JO, on a les Paralympiques, donc il y a quand même des personnes qui ont malheureusement des handicaps et qui font du sport à très haut niveau. Donc pour moi, en fait, le ministère des Sports, c'est un ministère central et il y a toutes les branches. En fait, donc pour moi, c'est un ministère aussi important que le ministère de l'Agriculture ou de l'Économie. Ah oui, pour moi, il faudrait qu'ils en prennent conscience. Et c'est pourquoi je suis très ouverte aujourd'hui, en fait, et je me permets de faire un petit clin d'œil en disant il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on se réveille et qu'on prenne conscience de l'importance de tout ça. Pour moi, il faut qu'on leur dise. Mais est-ce que tu as des exemples de projets dans lesquels ou pour lesquels qui ont été développés par l'ONG FAV qui vont dans le sens de confirmer que grâce au sport, on a développé une économie dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs économiques? Est-ce qu'il y a déjà des actions concrètes? Alors non, on a commencé par informer. Parce que le travail, Rémi, a été très dur. En fait, tous les événements qu'on a faits, c'est des forums pour parler, expliquer et changer les mindsets. Et une fois que ça a été fait, là, on a pu voir des budgets se débloquer pour commencer les premières actions qui vont commencer au mois d'août, où là, suite à notre événement, on va pouvoir subventionner une douzaine de villages et pouvoir subventionner l'agriculture de ces villages et offrir des emplois
les agronomes qui sortent de l'école fraîchement diplômés. C'est juste là. Donc imagine le temps que ça a pris, parce que quand on est arrivé avec cette idée, en premier, on nous a rigolé au nez. J'imagine. Voilà, t'imagines bien. Voilà. Mais le plus dur d'ailleurs, c'est changer les mentalités, parce que le reste après, ça découle. Une fois qu'on a compris la nécessité, qu'on a compris le bénéfice de se lancer, après les moyens, ça J'ai va beaucoup couler, de déplacements, excuse-moi de te couper, hein, j'ai fait beaucoup de déplacements où ça a été que des réunions avec des ministres, où j'ai dû expliquer pendant des heures, et pas de retour. Et là, le sport m'a servi, où je me suis dit, voilà, t'es parti. Ah oui, pas de retour, c'est-à-dire silence. Silence radio. Oui. Et après, 2 mois après, tu as un mail en disant j'ai beaucoup réfléchi, vous avez raison, voilà, on aimerait vous revoir. Et il te repose d'autres questions. Et là, tu expliques des choses qui sont logiques pour toi ici, puisque tu les vis et tu vois ce que ça apporte, ce que ça génère. Mais eux, personne n'est jamais venu leur en parler, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que la force de persuasion, la répétition de l'effort, l'échec, ils m'ont beaucoup servi dans ces étapes-là, parce que tu fais une semaine en Afrique, tu as des rendez-vous avec des ministres et tu pars à la base même, où tu expliques, voilà, le sport, c'est ça, il faut qu'on fasse ça pour arriver à ça. Donc, c'est dur au début. Et une fois qu'ils ont compris, c'est ce que j'aime en Afrique, une fois qu'ils ont compris, une fois qu'ils voient vraiment de l'espoir, qui voit vraiment que tu persévères, et il me dit mais vous lâchez pas l'affaire, vous êtes coriace, hein, voilà, il te laisse carte blanche. Il te laisse carte blanche, vraiment. Mais justement, quand tu es en face de ces ministres-là, ou le prochain que tu auras en face, c'est quoi tes arguments pour le convaincre? Alors, tu sais, l'Africain aime bien les preuves. Donc déjà, il faut avoir des preuves. Donc quand tu arrives avec les photos de l'école, quand tu arrives avec les titres, hein, ça joue aussi avec les titres. Quand tu arrives avec des chiffres, clairement, voilà, en termes de chiffre d'affaires, voilà ce que ça génère. En termes de salariés, voilà ce qu'on peut avoir. En termes de, voilà ce que, économiquement parlant. Et là, ils te disent, ah oui, c'est intéressant. Il faut arriver avec des choses concrètes. Voilà, il faut vraiment arriver avec des... Il ne faut pas arriver en donneuse de leçons. On a un petit traumatisme de par notre histoire. L'Africain déteste qu'on arrive en disant oui, mais vous pensez qu'on ne sait rien ici et Exactement. que vous savez tout. Non, on n'arrive pas en donneuse de leçons. On arrive juste en expliquant que voilà, il y a plein de choses magnifiques, mais cette branche-là, on a remarqué qu'elle n'a pas été développée. Et donc, nous, on aimerait la développer. Voilà. Donc, mais il faut arriver avec des choses concrètes. Exactement. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir des preuves. Après, c'est légitime. Hein. Ils veulent appliquer ce qui a réussi. Tu peux pas sortir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partent en aventure, raconter des histoires. Comme tu dis, on part beaucoup dans la posture où on donne des leçons. Donc, ça ouvre aussi une brèche sur un sujet important. On abordera ça peut-être dans un épisode de ce podcast. Les retours en Afrique des personnes de la diaspora, c'est un sujet qui est très, très important. Autant il y a beaucoup de modèles, entre guillemets, sur les réseaux sociaux qui montrent, voilà, moi je suis rentré, j'ai réussi, j'ai créé une start-up. Et il y en a beaucoup pour qui c'est une expérience très complexe. C'est pour ça que pour moi, Rémi, c'est un sujet tellement lourd, dans le sens où il y a tellement de choses à gérer que ça nécessaire un ministère. C'est nécessaire en fait qu'il y ait un ministère. Quand tu vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites, parce qu'on ne va pas vendre du rêve. Il y a plus d'échecs que de réussites. Il y a plus d'échecs que de réussites aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont pris toutes leurs économies et qui sont partis en Afrique et qui se sont retrouvés dans des situations très difficiles par la mentalité. À cause de la mentalité. Ce n'était pas un problème financier, c'était un problème de mentalité. Et c'est pour ça que je dis qu'avant toute chose, il faut commencer par communiquer et changer les mentalités. Si on ne change pas les mentalités, on peut retourner avec même 1 million d'euros. Les 1 million d'euros seront perdus parce qu'il faut changer la mentalité. Tu vois, la corruption, le fait qu'il faut avoir des connaissances pour pouvoir avoir un poste. Exactement. Tu vois, le fait qu'il faut avoir une famille bien placée, bien à l'aise pour pouvoir avoir un poste, alors que toi, tu vas être sûrement plus talentueux. Mais non, comme un tel, tu vois, il faut qu'on puisse changer tout ça. Et surtout la communication. On arrive quand même dans un continent où il y a un problème de communication. Ça remonte à loin. Voilà, de base, l'écriture, c'était pas inné chez nous. Nous, on dit, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, nous, l'écriture, d'ailleurs, tu as fait un podcast là-dessus. Exactement. Que j'ai suivi, d'ailleurs. Ah, c'est bien, voilà, c'est bien. Que j'ai regardé. Du coup, très intéressant. Du coup, la communication est très importante chez nous, orale. Orale, oui.
Et en Afrique de l'Ouest, on sort de l'empire de Soundiata Keïta, d'accord, l'empire mandingue. Donc, chaque nom de famille a une histoire. Chaque nom de famille est répertorié dans un castre. Donc, forgeron, griot, esclave, chasseur, pêcheur. Chaque nom de famille a une histoire. Moi, je trouve ça génial parce que tu connais tes ancêtres, tu sais d'où tu viens. Exactement. On t'explique, voilà, on a appelé ce nom de famille comme ça, etc. Mais du coup, ça a mis les gens dans des cases, dans des clichés. Il faut qu'on puisse utiliser cette force qu'est les noms de famille aujourd'hui en disant, bah, de base, c'est un nom de famille pour les chasseurs, de base, c'est un nom... Mais pas pour dire... Non, c'est un griot, il peut pas être ministre. Non, c'est un chasseur, il peut pas être aussi performant qu'un agriculteur. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'on sorte de ces castres-là, aujourd'hui. On les utilise pour savoir son identité, etc. Bien Ça sûr. explique aussi certains traits de caractère chez nous. Exactement. Parce qu'il y a aussi l'ADN. Hein. Voilà, il y a l'ADN. Mais il ne faut pas que ça bloque l'Afrique. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut communiquer, il faut expliquer. Et ça, ce que tu décris, un jeune ou moins jeune de la diaspora, il n'a pas conscience forcément de ça. Pour lui, j'ai les moyens, j'ai la connaissance, je vais retourner en Afrique. Il suffit qu'il ait un brin de manière de prendre de haut, parce que pour lui, bon, là-bas, il n'y a rien, l'électricité, Internet, ils ne savent pas ce que c'est. Il va forcément se casser. Il va s'attirer les foudres. Et donc, pour toi, la solution serait de créer, et je trouve ça très intéressant, la communication par ce ministère-là qui va préparer à la fois ceux qui font le retour et aussi ceux qui reçoivent. Essayer de bien faire matcher les attentes. Parce que le dernier exemple, je discute avec des amis, c'est l'exemple de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est une pointure. Ce mec-là, en Europe, qui ne connaît pas Tidjane Thiam? Et pourtant, il s'est fait jeter de la Côte d'Ivoire parce qu'il voulait être président. Il y a beaucoup de leçons à apprendre. Est-ce qu'il y a des choses à corriger de son côté par rapport à son approche de retour, et aussi ceux de là-bas, la méfiance de se dire, bon, qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Il a dirigé le Crédit Suisse et alors la Banque de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Crédit Suisse. Donc, je trouve que c'est... Et je pense que le développement va passer par là, de savoir faire matcher les deux attentes dans les deux sens. Parce que sinon, on va parler un langage qui ne se croise jamais. Nous, on va avec cette force-là de se dire, bon, j'ai la connaissance, j'ai ce qu'il faut, j'y vais, je déchire. Sauf que là-bas, il y a des réalités que tu connais pas. Il y a des réalités du terrain. Il y a les réalités du terrain. C'est pour ça que pour moi, c'est important de fréquenter l'Afrique avant de pouvoir prétendre y participer, l'émanciper. Pour moi, j'entends et c'est tout à fait correct de leur part, et ça s'entend lorsqu'on dit non, vous ne connaissez pas la réalité du terrain. Moi, je l'entends tout à fait. Pour moi, quelqu'un qui n'a jamais mis pied en Afrique ne peut pas prétendre vouloir la révolutionner et arriver avec des idées. Pour moi, il faut fréquenter un minimum. Pour moi, il faut s'intéresser. Les mêmes formalités qu'on a besoin pour acquérir la nationalité française, pour moi, c'est les mêmes formalités, en tout cas à la base, où on te dit pourquoi tu veux avoir le passeport, pourquoi tu veux vivre ici, pourquoi tu veux... Voilà, c'est pas juste une évasion fiscale. C'est pas... Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup qui partent pour les mauvaises raisons. Tu vois, c'est pas juste pour... parce que je veux vivre une retraite cool. On en a marre d'être utilisé, en fait, juste pour les bons côtés. Voilà, mais il faut... on veut bien rouler en Range Rover, hein, les dernières magnifiques voitures, mais si la route n'est pas faite, est-ce que c'est intéressant ? C'est pas intéressant. Donc, pour moi, en fait, il faut vraiment que ça parte de l'intérieur. Ça part du cœur. C'est pas juste j'ai visité ce pays, il est magnifique. Non, il faut aimer le peuple, il faut aimer la culture, il faut la respecter. Faut s'y intéresser. Exactement, c'est ce que nous on fait ici. Donc moi, je vois pas pourquoi ça se ferait pas de l'autre côté. C'est vrai que les personnes de la diaspora qui sont nées ici, pour moi, elles doivent partir, elles doivent respecter la culture, elles doivent aimer la culture. Elles doivent pas considérer que les personnes là-bas sont plus basses qu'elles parce que souvent, malheureusement, c'est ce qui se passe. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des retours qui se passent très mal. Et après, je vais mettre un point d'honneur, parce que tu me donnes l'occasion aujourd'hui d'en parler, sur les femmes. Moi, j'aimerais vraiment parler des femmes, et j'aimerais vraiment aujourd'hui lancer un message, je veux vraiment que les femmes, on soit solidaires entre nous. Les femmes africaines aujourd'hui, alors c'est pas une image, c'est vraiment la réalité du terrain. Il y a beaucoup trop de jalousie entre nous. Ah, ça tombe bien que ça vienne d'une femme. Honnêtement, je le dis. Je suis une femme aujourd'hui, je suis de la diaspora, je le dis. Il y a beaucoup trop de jalousie entre les femmes aujourd'hui. Et il faut que ça change. Parce qu'aujourd'hui, on perd plus de temps dans les futilités. L'énergie qu'on prend pour jalouser quelqu'un, je pense qu'on ferait mieux d'utiliser cette énergie, en fait, pour faire autre chose et bâtir le pays. Aujourd'hui, pour moi, je travaille qu'avec des femmes.
Je n'y vois aucun inconvénient. Une femme peut avoir aujourd'hui une beauté extraordinaire. Je veux le dire, t'es très belle, t'es très gentille, t'es très accueillante, t'es très agréable. Aujourd'hui, Rémi, en rentrant dans le studio, la dame du studio m'a dit que j'étais très belle. C'est une femme. Exactement. Donc ça prouve que ce n'est pas une femme jalouse, qu'elle a un bon fond et qu'elle est bienveillante envers une autre femme. Alors ça peut paraître anodin parce que toi tu es un homme, mais moi je peux te dire en tant que femme, je suis dans le milieu des femmes, c'est pas anodin. Il y a trop de jalousie, on se tire trop dans les pattes, on est trop dans la comparaison. J'ai plus ça, un tel a plus ça, voilà une grosse voiture, elle a pas ça, je veux pas qu'elle ait ce poste. Voilà, même quand les femmes qui ont des responsabilités ont des stagiaires femmes, elles sont méchantes avec elles. Elles sont méchantes avec elles. C'est la réalité des choses, c'est la réalité de ce qui se passe. Je l'ai vu, je l'ai vécu. On a tous, en tant que femme, une expérience où on a une patronne, quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui nous maltraite, entre guillemets, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, quand tu regardes le fond du problème, c'est de la jalousie. Moi, je me bats contre ça. Moi, je trouve ça vraiment horrible. Et pour moi, ces personnes-là ont un problème avec elles-mêmes, tu vois. Parce qu'il faut accepter, on a tous été créés différemment. Tu vois, moi, je vais dire Dieu nous a créés différemment. Donc, pour ceux qui ont les mêmes croyances. Et pour moi, en fait, on a tous un talent. Tous un talent. Bah, d'autres, ça va être le maquillage, la culture, la musique, l'éloquence, voilà, la production, la photographie. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas à jalouser quelqu'un parce qu'elle a un talent supérieur, non, mais un autre talent que le tien. Tu vois, tout le monde est belle, on est toutes belles, nous sommes toutes des femmes. On a un talent énorme, c'est qu'on donne la vie. Et moi, ça pour moi, c'est le talent le plus grand au monde. Voilà, et donc pour moi, si aujourd'hui on crée une force et qu'on est solidaire entre femmes aujourd'hui, pour moi les choses iraient beaucoup mieux. Ouais. Voilà, donc j'en profite vraiment pour dire ça, parce que ça me tenait à cœur. Et non, je le vois. C'est important et c'est pour ça que je disais, ça tombe bien que ça sorte de la bouche d'une femme parce que nous, on n'est pas légitime. Un homme, je ne suis pas légitime de passer ce message-là. Oui. Je ne sais pas ce que ça fait de recevoir un compliment d'une autre femme. Exactement. Donc, je ne peux pas en parler. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que en restant dans ces guéguerres, dans ces jalousies-là, on se disperse, on met de l'énergie, on perd de l'énergie là où on ne devrait pas. Justement, il faut mutualiser les forces, comme tu disais. Tu es bon, tu es forte en communication, une autre est forte... elle écrit bien, elle maquille bien, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Il faut de tout. Là, le message que tu passes, il est aussi important que ta présentation, physiquement, surtout dans la société d'aujourd'hui. Tu vois, on peut passer à côté d'une vraie information juste parce que le messager n'incarne pas ce qu'il dit. Donc, l'image, c'est de plus en plus important. Donc, tout le monde a son rôle, finalement. Mais oui. Tout le monde a son rôle. Donc, plutôt que de rester dans des guéguerres, unir les forces et avancer. Et arrêter d'être jalouse entre femmes. Nous sommes toutes liées, nous sommes toutes africaines, on veut toute l'évolution du pays et il faut qu'on soit soudés. Voilà, moi j'ai pour ambition, et je le ferai, de vraiment créer une association de femmes fortes d'Afrique. Je veux vraiment le faire, je trouve ça important pour qu'on puisse montrer le modèle et peut-être arrêter, ça donnera l'envie en tout cas d'arrêter ces guéguerres, d'avoir un exemple de femmes fortes, dynamiques et leaders qui montrent que regardez, nous sommes toutes dans des domaines différents, on a toute une beauté différente, on a toutes des atouts différents, mais regardez, on est ensemble, on travaille ensemble. Moi, je veux vraiment vraiment, au niveau de la mentalité, il faut qu'on change. Parce que autant dans les autres communautés, il n'y a pas autant de femmes d'une certaine posture leader, comme tu dis, dans la communauté africaine, noire, que dans d'autres communautés, mais il y en a quand même. Oui. C'est pas ce qui manque, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. Ce qui manque, c'est plutôt d'unir les forces, comme tu dis. Oui. On est trop divisés. Voilà, il faut qu'on s'unisse. Parce que nous sommes des femmes, on donne la vie, on éduque nos enfants, donc notre rôle n'est pas des moindres. Il faut qu'on en prenne conscience. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de mettre de l'énergie pour détruire une autre personne ou pour détruire son prochain ou son semblable. Peu importe le motif, le résultat est là. C'est qu'on est trop divisés en tant que femmes d'Afrique. Et moi, je me bats contre ça, je me battrai jusqu'au bout contre ça. Je veux qu'on arrête ça et je veux qu'on soit unis parce que nous sommes toutes des femmes et que l'avenir, c'est nous. Que vous le vouliez ou non. Oui, d'accord. De toute façon, c'est vous qui donnez la vie. Donc, exactement. Donc, on éduque les enfants. C'est vous qui éduquez les enfants aussi. Donc, tu vois, tu es un homme, tu es éduqué par ta mère. Voilà. Donc, si on éduque avec des mauvaises valeurs, et ben, la génération va être avec des mauvaises valeurs. Exactement. C'est comme on dit chez nous, éduquer une femme, c'est éduquer une nation, finalement. Oui. Moi, j'ai lu un proverbe très intéressant qui disait un homme qui allait voir un imam et qui disait... donne-moi des pistes pour éduquer mon enfant. Et il lui dit, ton enfant, il a quel âge? Il dit, mon enfant, il a 6 mois. Et l'imam, il lui dit, c'est trop tard.
L'éducation commence par le choix de la mère. Ah, il était déçu, j'imagine Voilà. sa tête. Mais voilà, cette phrase, elle veut tout dire. Ouais, Donc voilà, pour moi, ouais, il faut qu'on... c'est fort. Ouais, très fort. Mais ça revient à ce qu'on a dit tout au long de l'échange, le sport, mais pas que le sport, c'est forger des personnalités, éduquer, parce que finalement, cette phrase-là, c'est ce que ça implique, le Oui. choix de la mère. Donc, une personne éduquée, pas forcément diplômée, parce que Oui, oui. c'est deux choses différentes, Mhm. qui a une bonne éducation, qui a des bonnes valeurs. Nos grands-parents n'avaient pas de diplôme, Mhm. et pourtant, ils ont élevé des hommes, voilà. Bien sûr. des Ça hommes- va disparaître petit à petit, Rémi, Mm. cette histoire de diplôme. Mm. On le voit. Hein. Aujourd'hui, les personnes les plus performantes ne sont pas forcément diplômées plus des grandes diplômés, écoles. oui. Il y a beaucoup d'autodidactes qui sont aujourd'hui des très grands hommes d'affaires et qui... Donc les diplômes, ça ne veut rien dire. Moi, je peux engager quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui est très performant. Moi, les diplômes, et il y en a beaucoup maintenant qui ne regardent plus les diplômes. L'école, c'est très bien, ça forge, mais on peut être en échec scolaire et être très performant dans la vie à Exactement. l'extérieur. Exactement. Et moi, ça me fait penser à... Parce que j'essaie d'écrire un petit livre dans lequel j'explique qu'il y a deux écoles. Il y a l'école académique et il y a l'école de la vie. On se concentre beaucoup sur l'école académique. J'ai tel diplôme, j'ai fait telle école. C'est important. C'est important parce que bah, ça te forme aussi. Mais le plus important pour moi, c'est aussi l'école de la vie. Les expériences par lesquelles tu passes, notamment le sport, l'adversité, comment tu réagis à l'adversité, comment tu surmontes l'échec. Et c'est ça, parfois, qui va faire de toi un meilleur homme ou femme, une meilleure personne que ton diplôme que tu vas brandir de telle ou telle école. Bien sûr. Et pour revenir par rapport sur ce que tu dis par rapport au manque de solidarité, Oui. je pense que c'est déjà chez les femmes, peut-être que c'est encore plus fort, mais je pense que c'est un problème qui concerne aussi les hommes. Finalement, c'est toute la communauté qui est touchée par ce Oui. problème-là. Je regardais un contenu, c'était un Asiatique qui disait, un Américain, mais il est asiatique, il expliquait il travaille beaucoup avec les Noirs. Il travaille Oui. à Harlem, c'est un entrepreneur aux États-Unis. Et on lui a demandé, mais pourquoi ils n'avancent pas, les Noirs? Il disait que les Noirs ont tout. La Oui. force physique, comme ce que tu t'expliquais, la force physique, la résilience. Leur faiblesse, c'est qu'ils se séparent, ils se divisent facilement. Et ça, c'est toute l'histoire de l'Afrique. C'est toute l'histoire de l'Afrique. Ouais. Parce qu'on revient à la colonisation, où Oui. on donnait un miroir du sel et on vendait tous les hommes valides Oui. du village. Ça a juste évolué, mais en réalité, on en est encore là. Donc, il faut vraiment faire un grand travail. oui. C'est fort ce que tu dis, parce que moi, j'ai grandi déjà tout de suite avec cette notion de la trahison Oui. et de la division en fait, entre Africains, de par mon pays, la Guinée, qui, avec Ahmed Sékou Touré, hein, Oui. Oui. notre Le premier père président, fondateur, ouais. le père fondateur de la Guinée, qui a eu une histoire très forte au niveau de la trahison. Et j'ai tout de suite vu comment on pouvait tout gâcher à cause de division. Vraiment tout gâcher à cause de jalousie. Tout gâcher. On a l'exemple du Burkina Faso aussi, Exactement. avec Thomas Sankara ouais. et Blaise Compaoré. Ouais. Tu vois. Donc l'histoire même de l'Afrique même, malheureusement, hein, c'est ça. C'est triste. C'est triste. Et c'est en train de se répéter. C'est en train de se répéter, pas aussi haute échelle, mais dans la vie de tous les jours, ceux qui veulent bâtir, ceux qui se battent, pourquoi leur mettre des bâtons dans les roues par jalousie, par trahison et pour s'enrichir personnellement. Tu vois, Exactement. personnellement, moi, c'est ça qui me dérange. C'est le côté personnel qui me dérange. Et je me battrai toujours contre ça parce que je trouve que malheureusement, c'est 3-4 petits points noirs, mais qui ont une répercussion très lourde sur le continent. Parce que ça anéantit des efforts d'une vie ou Exactement. même, il faut se le dire, on n'incarne pas tous les mêmes choses de la même façon. Oui. Des fois, il faut savoir mettre devant celui qui incarne le mieux la chose. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas une équipe qui travaille bien. Toi, par exemple, tu es accompagné de quelqu'un qui prépare des choses pour toi et pourtant, c'est toi qui prends la parole. Oui. Son travail est tout aussi important que le tien. Parce que si tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu ne vas pas délivrer ton message comme correctement. Et nous, on a beaucoup ce problème-là parce que qui va prendre la lumière? Si ce n'est pas moi, si je ne suis pas devant, ça ne sert à rien. Je bloque tout. Et je ne bloque pas parce que je ferais mieux pour la communauté. Je bloque parce que je n'y vois pas mon intérêt. Voilà. Et là, franchement, si on ne corrige pas ça, je pense qu'on aura beaucoup ce de mal. manque de reconnaissance et ce manque d'amour, parce que c'est un manque d'amour. Hein. Je veux avoir l'amour du peuple. Il est basé de par la froideur de l'éducation qui a été donnée à l'époque coloniale. Et tu vois, on remonte très loin, hein, mais il y a toute une explication.
Mais du coup, il faut qu'on corrige ça. On est d'accord. Voilà. J'aimerais qu'on reparle rapidement du trophée. D'accord. Tu disais que c'est pas un couronnement, on a reboosté ton parcours. Ça fait plaisir qu'on reconnaisse déjà ce que tu fais, il ne faut pas se mentir. Mais ça te donne envie d'aller chercher plus. Oui. Justement, d'être reçu par le président de la République, être invité dans la sous-région. Oui. D'ailleurs, c'est ce que je te souhaite. Mais Merci. est-ce que ce trophée-là, il a changé ton rapport à la responsabilité? Parce que je sais que tu es déjà quelqu'un de responsable, mais est-ce que ça a rajouté? Oui, ça a rajouté. Je me suis dit, en fait, waouh, ça veut dire que là, j'ai pas le droit à l'erreur. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des gens qui ont une vision et qui partagent mon état d'esprit et qui, du coup, aujourd'hui, ont plein d'espoir en moi. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est un peu plus sérieux. Ma cause, la cause que je plaide, en tout cas, que j'essaie de faire plaider, et du coup, a pris un autre visage, dans le sens où, quand les hommes d'État arrivent à reconnaître ton boulot et reconnaissent ton boulot, tu peux faire entendre certaines choses. Donc là, du coup, je me suis dit, il faut que je travaille beaucoup plus ce côté-là, voilà, que je leur explique ceci, que je leur explique cela. Voilà, ça s'est beaucoup plus accéléré. Pour moi, ça a été un accélérateur. Ce trophée, ça a été un accélérateur. Et surtout, je trouve que ça rend crédible. Je trouve que ça rend crédible. Alors, moi, j'ai jamais douté de moi. J'ai vraiment une très grande confiance en moi. Parce que je trouve vraiment que la seule personne, en fait, qui peut me mettre des barrières, c'est moi-même. Pour moi, voilà, je doute pas de moi. Mais ça m'a redonné encore plus confiance en moi. Ça m'a donné encore plus confiance en moi que je l'avais. Où je me suis dit, bah, écoute, voilà, trophée de l'espoir, le mot est énorme. Il est fort de sens. Le mot est fort. Voilà, on n'a pas dit trophée de l'excellence. On n'a pas dit, tu vois, trophée du leadership. On n'a pas dit, on a dit trophée de l'espoir. Et c'est exactement, parce que j'ai pas fini, tu vois, c'est ce que je dis tout le temps, je suis en route. Donc du coup, pour moi, être un espoir, c'est énorme. Donc ça m'a vraiment motivée. Oui. Donc c'est une plateforme supplémentaire à ta palette parce que ça donne encore plus de visibilité, de légitimité, comme tu le disais. Justement, comment tu comptes te servir de cette plateforme-là pour créer un effet domino, pour inspirer, pour pousser d'autres projets? Comment tu comptes t'en servir? Je compte vraiment sur l'ouverture d'esprit vraiment des hommes d'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir. Ils sont très importants aujourd'hui. Ils sont vraiment notre espoir. Si eux, ils m'ont remis le trophée de l'espoir, moi, je dis que c'est eux aujourd'hui l'espoir. On a espoir en eux et du coup, je compte vraiment sur eux pour qu'on puisse travailler ensemble sur les réelles problématiques qui freinent le développement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je salue vraiment tout ce qui a été fait et je suis très fière aujourd'hui de ce qui a été fait. Mais je trouve qu'on peut encore mieux faire. Et il faut qu'ils reconnaissent aujourd'hui leurs enfants dans le monde, les enfants d'Afrique qui sont dans le monde entier et qui veulent aujourd'hui participer à ça. Ils l'ont fait avec ce trophée, donc je peux pas. Voilà, franchement, je suis très contente. Et du coup, je pense que maintenant, il faut qu'on travaille. J'aimerais aujourd'hui que ce soit utilisé pour travailler sur les problématiques aujourd'hui qui sont les miennes et du coup qui sont les leurs pour le développement. En tout cas, c'est un très beau message. Quand je préparais l'épisode et je t'avais dit, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était gymnastique, entrepreneuriat, panafricanisme, itinéraire d'une bâtisseuse. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai que tu n'es pas encore arrivé, mais la trajectoire, justement, tu as bâti et tu veux encore bâtir des choses. Quel est le mot pour toi, quel est l'adjectif qui caractériserait ton parcours jusque-là? S'il fallait le dire en un mot, ce parcours de bâtisseuse, comment tu le caractérises? J'irais déterminé. Déterminé. J'irais déterminé et j'irais dynamique. Dynamique. Voilà, je suis très dynamique. Parce que souvent, tu m'as demandé lorsqu'on préparait l'épisode, mais comment tu fais pour... J'étais choquée. Oui, voilà. Je suis très dynamique. Ma mère pourra te le dire. Depuis que je suis petite, je suis très dynamique. Je fais plusieurs choses à la fois. J'ai toujours des idées qui fusent et j'essaye d'aider toujours un plus grand nombre de personnes. Je suis toujours dans l'aide et dans la compréhension de la problématique d'autrui, mais toujours avec de la rigueur,
et toujours avec cette envie de travailler. Mais je veux vraiment aider. C'est vraiment, moi, comme je t'ai dit, pour moi, vraiment, on est là pour un bout de temps. La vie, elle est courte. La vie, elle est éphémère. Et pour moi, vraiment, on a tous un rôle à jouer. Et il faut juste que chacun prenne conscience de son rôle. Tu vois, toi, quand par exemple, aujourd'hui, tu participes aujourd'hui à ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir découvrir mon parcours. Tu vois, de par ton interview, le fait que tu sois intéressé à moi, tu as un rôle. C'est un rôle. Voilà. Les locaux, c'est un rôle. Ils ont un rôle. Donc, pour moi, j'ai un rôle. Tu vois, et pour moi, je prends mon rôle en main et j'y vais. Je fonce, j'y vais sans regarder. Comme tout le monde, j'ai rencontré des mauvaises personnes. J'ai eu des coups bas. J'ai eu de la trahison. J'ai eu de la jalousie. Vraiment comme tout le monde. C'est pas tout beau, tout rose, parce que tout le monde pense que tout me réussit. Que voilà, je tiens à dire que je suis comme tout le monde. J'ai mon lot aussi de frustration de la vie. J'ai vraiment pas mal de choses. J'ai vécu pas mal de choses, mais franchement, ça m'éteint pas. Des moments de solitude aussi, j'imagine. Oui, parce que quand tu portes un projet, il est dans ta tête. Tu peux l'expliquer même à ta mère, des fois, elle ne comprendra pas. Elle comprendra pas. Bon, j'ai commencé à parler du podcast à certains proches, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, mais donc tu te retrouves seul face à ce projet-là, parce que c'est toi qui le portes. Et ça, c'est commun, je pense, à toutes les personnes qui ont eu un parcours de leadership. Oui, exactement. Et justement, on est encore jeune et on touche du bois qu'on vive le plus longtemps possible. Mais dans 30 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton parcours? Si tu te projettes, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? Moi, j'aimerais qu'on retienne toutes les petites filles qui se sont épanouies dans ma structure. Ça revient toujours à ça. Voilà, premièrement. Premièrement, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. C'est le point de départ. Voilà, le point de départ. Toutes les petites filles qui ont eu un épanouissement et qui ont eu des vies difficiles et qui, grâce à la structure, ont pu s'épanouir et bâtir de belles choses. Et ensuite, j'aimerais qu'on retienne mon amour pour l'Afrique, vraiment. Et l'exemple même typique de l'immigration et le fait, en fait, d'être né même à 5000 km, mais avoir le sang africain qui coule dans ses veines et d'aimer l'Afrique et d'aimer sa culture et de vouloir y appartenir malgré le fait qu'on soit né à 5000 km. Vraiment qu'on retienne que vraiment, mon Dieu, c'est une enfant de l'Afrique. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'Afrique. Moi, c'est vraiment ce que je veux qu'on retienne. En toute humilité, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est ce que tu essayes d'accomplir, justement. Donc, ce sera que mérité si on garde cette image-là. J'espère. Dans 30 ans, on regardera l'épisode. De toute façon, ça va rester sur Internet. Voilà. Alors, là, on a fait cet exercice-là par rapport à toi. Ce que tu veux qu'on retienne dans 30 ans. Maintenant, pour l'Afrique. Les enfants de la diaspora, l'Afrique, tout ce cheminement dont on a parlé. Dans 20 ans, tu souhaiterais que ça ressemble à quoi? Alors moi, dans 20 ans, je vois l'Afrique comme une terre d'accueil. Moi, je vois une immigration inversée, honnêtement. Pour moi, les gens vont se ruer en Afrique bientôt pour y vivre. Je vois un continent uni, parce qu'aujourd'hui, on a trop de problèmes de guerre dans le monde. Donc moi, je vois un continent uni. Je vois une monnaie commune. Je vois un état d'esprit commun. Et je vois vraiment le centre du monde. Tu vois, que vraiment la terre-mère, ce qui est l'Afrique. Le berceau de l'humanité. Voilà, je vois vraiment la définition même du berceau de l'humanité et le centre vraiment du monde. Et les autres continents prendront exemple à un moment donné sur l'Afrique, sur comment, comme on le fait aujourd'hui avec la Chine. Exactement. Voilà. Pour moi, la Chine, c'est un exemple même du travail. Et, donc pour moi, dans 20 ans, et même avant, l'Afrique, ce sera ça. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que dans 20 ans, dans tous les cas, l'Afrique, ça sera le centre. La question, c'est juste, est-ce que ce sera avec ou sans les Africains? Je pense que ça, tu as raison. On peut se poser la question. Mais dans tous les cas, tout converge vers l'Afrique. Les ressources naturelles, tout converge vers l'Afrique. C'est une évidence, ça, c'est logique. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, on n'a même pas le choix, en fait. Pour moi, on n'a pas le choix. Là, il faut qu'on y aille. C'est soit en marche, soit en crève. Ah oui, on n'a pas le choix. Il faut qu'on développe tout ça correctement et qu'on puisse avoir les logements, les infrastructures. Tout doit être carré, tout doit se faire, tout doit bouger. Je reviens encore sur la Guinée, mais comme ce que je vois aujourd'hui en Guinée, quoi. Tout doit bouger et on doit avoir un état d'esprit. On parle de Simandou de 2040. On parle quand même de 2040. Mais tu t'imagines, on est déjà en train de commencer à créer, à penser aux écoles, aux infrastructures, aux chemins de fer, à tout. Parce que c'est long, le développement d'un pays. C'est long, ça prend du temps. Mais il y a la vision, il y a un but.
tu vois. Donc, tant qu'il y a un but, mais on ne peut pas rester comme ça, à être comme une feuille dans le vent, à suivre ce que les politiques d'ici et d'ailleurs auront décidé pour nous. On ne peut plus être des simples suiveurs, on doit être acteurs de notre destin. En tout cas, 15 ans, comme tu dis, c'est lent, mais c'est court en même temps parce que c'est 2040, c'est dans 15 ans. 2040. Voilà. Bon, on est en 2025, 2010, c'était hier. Oui. Mais c'était il y a longtemps en même temps. C'est vrai. Aujourd'hui, voilà. Donc ça va arriver très vite, c'est maintenant qu'il faut poser les jalons. Oui. Alors, je voudrais qu'on conclue cet échange. D'accord. Le podcast, c'est Kuluma Leadership Excellence. Kuluma, c'est un terme en zoulou qui veut dire prendre la parole. D'accord. J'ai choisi à dessein parce que justement, l'idée, c'est de prendre la parole et de donner la parole. Ok. Encore une fois, pas pour revendiquer quoi que ce soit. D'accord. Mais pour partager des messages, pour inspirer des gens, pour connecter, pour voilà. Et leadership et excellence, pour toi, ça représente quoi? Et quelle est la place de ces deux éléments-là dans le cheminement de l'Afrique, dans ton quotidien? Dans mon quotidien, leadership et excellence, c'est la place centrale. Oui. Tout part du lead. On le voit, un pays, une entité, une société, une association peut être poussée du bon côté comme du mauvais côté, de par son leader. Donc pour moi, en fait, leadership, c'est la base. Et l'excellence, comme dit l'expression, hein, tu vises la lune, tu atterris dans les étoiles. Exactement. Pour moi, il faut toujours viser plus haut. Aucune idée n'est folle. Aucune idée est trop ambitieuse. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, il faut justement l'être. Et il faut qu'on demande l'excellence. En fait, on mérite l'excellence. On doit être excellent. Comme ça, comme on sait que ce ne sera pas forcément comme on veut, parce qu'entre ce qu'on veut et ce qui se passe, il y a un monde. C'est comme ça fait partie de la vie. Au moins, on aura le minimum qu'on veut obtenir pour l'Afrique. Donc pour moi, leadership et excellence, c'est les piliers vraiment hein, d'un continent ou d'un État pour être bâti. En tout cas, je te remercie encore une fois. Merci à toi. 2 heures de discussion, c'était lent, mais c'est passé très vite en même temps. Donc en tout cas, encore une fois, merci à toi. Super. Et félicitations pour le trophée et merci. Bon courage pour tes prochaines actions. Merci à toi, Rémi. Merci à vous de suivre Kuluma Leadership et Excellence. Si cet épisode vous intéresse, vous a plu, partagez-le autour de vous, partagez le message et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci.